les origines présocratiques de la dialectique. On considère parfois Platon comme une source possible pour la connaissance des penseurs qui l'ont précédé, à savoir les fameux présocratiques. C'est un paradoxe, puisque Platon n'est pas un historien de la philosophie, ni un commentateur d'œuvres. Son propos n'est jamais d'exposer des doctrines, mais de les reconstruire pour en faire des thèses à discuter, à critiquer, parfois reprendre. Si Platon n'a donc littéralement pas de prédécesseur, seulement des interlocuteurs qui l'interrogent, comme s'ils étaient là, en personne. Il nous permet toutefois de connaître ces paroles avec lesquelles il est constamment en dialogue. L'influence, donc, d'Héraclite et de Parménide. Héraclite et Parménide sont tout au long de l'histoire de la philosophie comme deux symboles, à l'aide desquels on n'a jamais cessé d'énoncer les questions essentielles. La pensée occidentale, à travers tous ces changements, a continué à se référer à eux comme s'ils livraient un schéma de pensée incontournable. Ils ont posé le problème du changement et de la durée, de l'éphémère et du permanent. Et du même coup, le problème de l'un et du multiple. Sans cette opposition fondamentale entre l'exigence d'identité de notre entendement d'un côté et l'évidence de notre expérience quotidienne où nous ne voyons que changement d'un autre côté, la philosophie n'existerait pas. Platon s'inspire de ces deux grands penseurs. D'abord, Héraclite, l'unité des contraires, la connaissance erronée ou doxa, et le logos comme raisonnement vrai. Héraclite reprend la question posée par l'école de Milet. Qu'est-ce qui persiste à travers le changement ? Et sa réponse est le changement lui-même. Héraclite met l'accent sur les contraires et déclare que tout ce qui existe n'existe que grâce aux contraires. Il pose que les contraires sont la condition de toute chose. Il le dit en termes imagés, mythiques. Le combat est le père de toute chose. C'est la tension entre les contraires qui engendre la réalité. C'est une pensée métaphysique où il s'agit de retrouver l'origine et le fondement de la nature. La nature, la réalité physique, doit son existence à un affrontement qui a lieu au-delà d'elle, au-delà de ses contraires. Le réel est un combat, un devenir. Tout coule, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Il y a cependant chez Héraclite, par-delà ce combat et cet écoulement incessant, un principe d'ordre et d'équilibre. Combat, mouvement ne sont pas entièrement abandonnés à eux-mêmes. L'un des éléments domine, c'est le feu. Un feu qui est en même temps le logos. Le logos fait régner une sorte d'équilibre. Il veille à ce que dans le combat des contraires, aucun ne l'emporte définitivement, car dans ce cas, tout cesserait d'exister. Le combat se trouve donc régi par une loi d'équilibre
qui a pour effet de faire revenir périodiquement toute chose dans le feu originel, dans le logos. La thèse du changement perpétuel et celle de l'unité harmonieuse du tout ne se contredisent donc pas pour qui parvient à découvrir derrière le changement et la mobilité de toutes choses l'ordre sempiternel de ces mêmes choses. Héraclite a donné de l'unité des contraires une formule originale, puisque les contraires ne sont pas supprimés dans l'unité qu'ils forment, mais l'unité d'une chose quelconque consiste très exactement dans le rapport et la tension des contraires qui la constituent. À la différence d'un Parménide qui prononce l'impossibilité de connaître les phénomènes, toujours changeants, Héraclite dit que les hommes ne font pas un usage convenable de la raison. Il existe bien un bon usage de la pensée, un bon raisonnement, le logos, à propos de tout ce qui est, et qui doit être distingué des manières de connaître qu'adoptent les hommes et auxquelles ils ont la faiblesse de se tenir. La distinction est ainsi introduite entre la connaissance et la pensée ordinaire, celle du grand nombre, et la connaissance comme la parole savante, que l'on dira bientôt philosophique. Héraclite distingue entre deux types de connaissances, les connaissances fausses que partage la totalité des hommes, fausses parce qu'elles résultent d'un mauvais usage de la réflexion, et la connaissance, seule en son genre, qui est vraie parce qu'elle est la connaissance de ce que sont toutes choses. À cette connaissance vraie, Héraclite réserve le nom de logos, le raisonnement qui est toujours vrai. Voilà pour Héraclite. Parménide, l'identité, l'être, l'absolu. Parménide, contemporain d'Héraclite, fondateur de l'école éléate, affirme avec une puissance exceptionnelle le principe d'identité et il l'installe dans l'être même. Il dit « Je peux dire l'être est, mais je ne peux pas dire le non-être est. » Pourquoi ? Parce que ce serait une contradiction. Les impossibilités logiques sont du même coup des impossibilités ontologiques au niveau de l'être. Par conséquent, je ne dois même pas prononcer le mot non-être. L'impossibilité du non-être est une exigence inscrite dans l'être même. Mais Parménide vit aussi dans les réalités du monde, et comme Héraclite, il voit bien qu'elle ne cesse de changer. Il distingue donc deux voies. La connaissance vraie de l'être dans son immuable identité et la connaissance courante que nous avons du monde extérieur où nous vivons. Cette dernière, il l'appelle doxa, c'est-à-dire opinion. Parménide rattache à l'opinion toute connaissance concernant le monde du changement que nous rencontrons dans l'expérience. Par contre, il est d'une rigueur absolue lorsqu'il s'agit de la connaissance de l'être même. Pour Parménide, l'être est incréé, immuable, éternel, sans commencement ni fin. Il est perfection en tant que totalité.
Parménide lui donne la forme d'une sphère, image de l'être parfait qui se suffit à lui-même. Il pense la perfection en elle-même, en soi, comme dira Platon plus tard. Voilà pour Parménide. Le mythe platonicien de la caverne, l'image de la ligne avec ses différents niveaux de connaissance, la théorie platonicienne des idées, ne sont-ils pas une mise en scène synthétique des pensées d'Héraclite et de Parménide? La critique de Platon vis-à-vis d'Héraclite et de Parménide. Platon est le premier citateur et témoin de la pensée d'Héraclite, sinon de son œuvre. C'est notamment dans le Banquet que Platon indique combien le propos d'Héraclite doit être interprété comme si tout accès au sens évident de son propos était interdit. C'est le médecin Éric Simac qui corrige le propos d'Héraclite de deux manières. Il en corrige la maladresse en suggérant qu'Héraclite s'est mal exprimé. D'autre part, il en souligne l'obscurité en notant toutefois qu'il est possible de deviner ce qu'Héraclite a voulu dire. C'est donc essentiellement le style d'Héraclite qui est mis en cause, comme dans le Cratyle ou le Théétète, qui tous deux citent Héraclite en accompagnant ces citations d'une indispensable explication de texte. Ce style est mis en cause pour deux raisons. D'abord du fait de son expression, le vocabulaire et la syntaxe qu'il emploie ne conviennent pas. Ensuite, du fait de son absence de clarté. Mais la pertinence du propos d'Héraclite ne semble donc pas être remise en cause sur l'essentiel par Platon. Quant à l'œuvre de Parménide, l'étranger du sophiste de Platon introduit une distinction inconnue de Parménide. La négation ou le non-être peut exprimer soit une différence, soit une absence. Pour Platon, le non-être n'est donc pas une absence totale de l'être, comme l'évoque Parménide, mais une différence d'être. Au fil du dialogue, l'étranger de Platon s'affranchit du sens unitaire qu'aurait la négation dans le poème de Parménide. Le non-être n'est plus ce qui régit les propos des mortels et les rend contradictoires, mais on peut affirmer des non-êtres qui sont, faisant ainsi allusion aux multiples objets que nous voyons dans le monde qui nous entoure. Ceci permet à Platon de rétablir le discours des mortels, sans pour autant mettre en cause la condamnation par la déesse du non-être de Parménide. Le discours des mortels possède chez Platon le statut d'un savoir inférieur, collant ainsi au vers de Parménide la distinction entre une connaissance adaptée à une réalité intelligible et une opinion portant sur les objets du monde sensible, dont la perception est aléatoire. Platon réaliserait donc une sorte d'euphémisation de la distinction faite par la déesse du poème de Parménide sans la remettre en cause. Cette interprétation faite par Platon le rend du même coup proche de la vision d'Héraclite. Dernier point, l'influence de Socrate
et de son ignorance. Socrate a eu une influence décisive sur la définition de la philosophie et du philosophe. Il provoque une rupture par rapport à la vision antérieure, et ceci est clairement exprimé par Platon dans le Banquet, avec l'image de la situation paradoxale du philosophe au milieu des hommes. La rupture qu'apporte Socrate est que le philosophe ne sait rien, mais qu'il est conscient de son non-savoir. La mission de Socrate, qui lui a été confiée par le dieu Apollon, est de faire prendre conscience aux autres hommes de leur non-savoir, de leur non-sagesse. Socrate prend lui-même l'attitude de quelqu'un qui ne sait rien, c'est la fameuse ironie socratique. Il s'agit d'une révolution dans la conception du savoir, car le savoir n'est pas un objet fabriqué, un contenu achevé, transmissible directement par l'écriture ou par le discours. La méthode philosophique de Socrate consiste non pas à transmettre un savoir, ce qui reviendrait à répondre aux questions des disciples, mais au contraire à interroger les disciples, parce que lui-même n'a rien à leur dire, rien à leur apprendre, en fait de contenu théorique de savoir. Cette critique du savoir a une double signification. Le savoir et la vérité ne peuvent être reçus tout faits, mais ils doivent être engendrés par l'individu lui-même. C'est pourquoi Socrate affirme dans le Théétète qu'il se contente dans la discussion avec autrui de jouer le rôle d'un accoucheur. Ce sont ces questions, ces interrogations qui aident les interlocuteurs à accoucher de leur vérité. Une telle image laisse entendre que c'est dans l'âme elle-même que se trouve le savoir, et c'est à chacun, à l'individu lui-même, de le découvrir. Dans la perspective de sa propre pensée, Platon exprimera cette idée en disant que toute connaissance est une réminiscence d'une vision que l'âme a eue dans une existence antérieure. Il faut apprendre à se souvenir. Chez Socrate, le dialogue est fait pour aboutir à une aporie, c'est-à-dire à l'impossibilité de formuler un savoir. C'est parce que l'interlocuteur découvre la vanité de son savoir qu'il passe du savoir à lui-même et qu'il commence à se remettre lui-même en question. Autrement dit, dans le dialogue socratique, la vraie question qui est en jeu n'est pas ce dont on parle, mais celui qui parle. Chez Socrate, le non-savoir et le savoir ne portent pas sur des concepts, mais sur des valeurs. La question principale posée par Socrate est comment faut-il vivre pour vivre selon le bien ? Il est le premier à s'être interrogé sur cette obligation qu'a l'être humain de diriger sa vie, d'orienter ses actes vers le bien, selon des voies qu'il faut trouver lui-même, qu'il lui faut trouver lui-même. Platon reprend à son compte les deux aspects de la méthode socratique dans sa dialectique, mais au fil des siècles et des interprétations, la philosophie occidentale mettra davantage l'accent sur l'aspect conceptuel des idées, reléguant souvent au second plan les valeurs morales qu'elles véhiculent.